Imaginez un peu la scène. On a un homme, Émile, qui marche dans une rue, derrière chez lui. D'accord. Et depuis les fenêtres, les gens lui balancent des ordures, des détritus, une humiliation publique, quoi. Le scénario classique, on pourrait dire. Exactement. Sauf que en même temps, sur le trottoir, son équipe l'acclame. Mais l'acclame comme une rockstar. Ah oui, hein. Ils applaudissent tellement fort qu'ils finissent par jeter leur propre poubelle en l'air juste pour avoir les mains libres pour l'applaudir encore plus. C'est incroyable. Et ça donne cette phrase, complètement folle, dans le texte. « Jamais aucun éboueur au monde n'aura été autant acclamé ». C'est une image surréaliste. Alors la question c'est, on est dans la célébration ou dans l'humiliation la plus totale? C'est toute la question. Et elle est vertigineuse. Aujourd'hui, on va justement plonger dans un court extrait qui s'appelle Le temps de la retraite et qui raconte le parcours de cet homme, Émile. D'accord. Et ce n'est pas juste une anecdote bizarre, hein. C'est une véritable masterclass, si on peut dire, sur les mécanismes du contrôle politique et le point de rupture d'un individu. On va décortiquer ça. On va suivre Émile de cette procession absurde jusqu'à sa destination finale, en passant par un acte de soumission qui est vraiment le cœur de l'histoire. Notre but, c'est de démonter la mécanique implacable qui vise à neutraliser un homme. Alors commençons par la conclusion de cette première scène. On pourrait croire qu'une telle parade humiliante, c'est une victoire totale pour le pouvoir en place. Oui, mission accomplie. L'homme est brisé publiquement. Mais pas du tout. Pour ceux qui tirent les ficelles, les fonds de pouvoir, comme ils sont appelés. Le gouvernement, les décideurs, c'est ça? C'est ça. La note le précise. Pour eux, l'opération est un échec. Comment c'est possible? Et c'est là que ça devient fascinant. L'échec, il ne vient pas d'une erreur logistique, mais d'une qualité qu'il n'arrive pas à éteindre chez lui, sa popularité. Ah, Même couvert d'ordures, littéralement, les acclamations de son équipe prouvent qu'il conserve une aura, une influence. c'est vrai. Le pouvoir réalise que l'humiliation, ça ne suffit pas. Sa popularité, c'est un problème qu'il faut, et le mot utilisé très parlant, desserrer. Desserré, pas écrasé. Non, il s'agit de défaire le lien, l'emprise qu'il a sur les autres. Donc même en le traînant dans la boue, ils n'arrivent pas à le rendre détestable. C'est ça leur vrai problème en fait. Exactement. Alors que fait un régime quand il n'arrive pas à détruire l'image de quelqu'un? Il le fait disparaître. La solution la plus simple. La solution est aussi vieille que le monde, l'éloignement. Puisqu'il est trop visible en ville, on l'envoie se perdre à la campagne, en espérant que le fameux « loin des yeux, loin du cœur » fasse son œuvre. Et c'est le début de ce qu'on peut appeler un exil intérieur. Et cet exil prend une forme particulièrement perverse, qui est la deuxième étape de sa neutralisation. C'est-à-dire? Sur le papier, on lui donne un titre plutôt impressionnant. Il est nommé géologue. Géologue. Ah oui, quand même. On pourrait y voir un signe de respect et de reconnaissance de ses compétences. Mais la réalité de son travail est une toute autre histoire. Son quotidien, c'est de faire des trous dans la terre pour qu'on y plante des poteaux télégraphiques. Attendez. Un géologue qui fait des trous pour des poteaux. C'est presque une blague cruelle. C'en est une. On est à des années-lumière de l'étude des strates terrestres. C'est un travail de manœuvre répétitif, sans aucune gloire. Le décalage entre le titre et la tâche est abyssal. C'est une humiliation silencieuse et continue. On lui donne un titre ronflant pour mieux le rabaisser au quotidien. Mais une question me vient. Pourquoi ne pas simplement le mettre en prison? Ce serait plus simple, non? Ce serait plus simple, oui, mais bien plus dangereux pour le pouvoir. Un prisonnier politique, ça peut devenir un martyr. Bien sûr. Son nom peut être scandé, son histoire racontée. Il devient un symbole de résistance. C'est tout ce qu'ils veulent éviter. Alors qu'un homme qui fait des trous au milieu de nulle part. Il devient banal, insignifiant. En l'isolant physiquement et en le noyant dans une tâche absurde, on le coupe des foules où son charisme pourrait opérer. D'accord. On ne le tue pas, on le rend simplement hors sujet. C'est une stratégie de l'effacement. Et cet effacement, il dure 2 ans. 2 ans à creuser la terre, on l'imagine usé, oublié de tous, et c'est là, quand il est au plus bas, que le pouvoir se rappelle à lui. C'est le grand tournant du récit. Le moment clé. Émile est convoqué devant un comité. Pas de discussion, pas de procès. On lui tend simplement un document et un stylo. C'est le document de la soumission, l'acte final de la pièce. Et le contenu de ce document est terrifiant, car il s'attaque à tout ce qui constitue un individu. La première partie est politique. C'est une confession en règle. D'accord. Il doit non seulement reconnaître ses erreurs passées, mais s'engager activement à soutenir les forces contre-révolutionnaires et les révisionnistes bourgeois. Donc, en gros, il doit renier tout ce qu'il a été.
et faire allégeance à ses pires ennemis idéologiques. Attendez, il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Il y a un point qui est d'une violence symbolique inouïe. Le papier l'oblige à déclarer qu'il se méfie de la cochonnerie réactionnaire de Charte des 2000. Oui, la note explique que cette charte était un texte phare des opposants au régime. Donc ce n'est pas juste je renie mes idées, c'est je vais hurler avec les loups. On lui demande d'adopter leur langage, leur brutalité, leur vulgarité. Il ne doit pas seulement se soumettre. Il doit performer sa soumission. Voilà, c'est ça. Et ça va même plus loin. C'est là qu'on bascule dans une autre dimension de la manipulation psychologique. Si ce n'était qu'une confession politique, ce serait déjà terrible. Mais la deuxième partie du document, elle, s'attaque à quelque chose de bien plus intime. De plus sacré même. Oui, sa propre réalité, son vécu personnel. Le pouvoir veut réécrire son histoire. C'est absolument hallucinant. Le document affirme, noir sur blanc, qu'il est très content de la situation actuelle. Et satisfait de sa vie personnelle. Alors qu'on l'imagine au fond du trou, au propre comme au figuré, on lui demande de certifier son bonheur par écrit. Ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Le texte prétend que, malgré ce qu'on pourrait croire, il n'a jamais été ébranlé, ni terrassé, ni même dégradé. C'est la négation pure et simple de tout ce qu'il a subi. Et le bouquet final, c'est la description de son travail de forage, comme il l'appelle. Ce labeur abrutissant est transformé en une activité passionnante, Passionnante, grâce à laquelle il aurait découvert un monde neuf. c'est d'un cynisme total. On l'a brisé et maintenant on lui demande de signer un papier qui dit, en gros, « Merci pour ces 2 ans de bonheur à creuser des trous, c'était une super expérience, j'ai adoré. Exactement. » Mais est-ce que le pouvoir y croit à ces mensonges? Ou est-ce que le but est simplement de forcer Émile à participer lui-même à cette absurdité? Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? C'est précisément ça, le génie terrifiant de la manœuvre. La vérité n'a aucune importance ici. Ce que le pouvoir veut, ce n'est pas seulement son obéissance, c'est son âme. Son âme. Il ne s'agit pas de le faire mentir, il s'agit de détruire sa vérité intérieure pour la remplacer par celle du parti. C'est la colonisation de l'esprit. C'est terrible. En signant, Émile ne dit pas seulement au monde « je suis heureux », il est forcé de se le dire à lui-même. C'est l'ultime des possessions. Et la question qui tue, pourquoi est-ce qu'il signe? Après avoir enduré tout ça, pourquoi céder sur ce dernier rempart, celui de sa propre conscience? Le texte donne une réponse, d'une simplicité et d'une force désarmante. Laquelle? Il signe « pour faire autrement, pour avoir la paix ». Pour avoir la paix. Ces quelques mots résument tout. C'est le point de rupture, l'instant où la résistance, la dignité de s'accrocher à sa propre vérité devient un fardeau simplement trop lourd à porter. Ce n'est plus tenable. Non. La paix, même une paix factice, construite sur le reniement de soi, devient plus désirable que la lutte incessante. Ce n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte d'épuisement. D'accord. C'est la reconnaissance que le combat est perdu et que pour survivre, il faut déposer les armes. Même les armes de l'esprit. Cette signature met donc un terme à ce que le texte appelle son purgatoire. Le mot est lourd de sens quand même. Oui, la note le définit comme une période durant laquelle on purge une peine. Donc ces 2 années d'exil étaient bien une punition, une épreuve. En signant, il est jugé, purifié, prêt à réintégrer la société. Alors, quelle est la récompense pour cette soumission totale? Un retour en grâce? Un poste de ministre? La récompense est à l'image de tout son parcours, une dernière touche d'ironie cruelle. On pourrait s'attendre à une réhabilitation spectaculaire pour prouver au monde que le système est magnanime, mais non. En effet, sa nouvelle affectation, c'est un poste à Prague, au centre d'information. Bon, sur le papier, ça peut sembler correct, voire important. On pourrait le croire. Mais, comme toujours, le diable est dans les détails. Son bureau se trouve... Au sous-sol. Voilà. Il n'est plus à la campagne, mais il n'est pas revenu à la lumière pour autant. On l'a simplement déplacé d'un isolement géographique à un isolement architectural. C'est la conclusion logique, l'étape finale de sa montralisation. Il a été une figure publique trop visible, trop populaire. Oui. On l'a transformé en ouvrier isolé et insignifiant. Et maintenant qu'il a signé sa reddition spirituelle, on le transforme en bureaucrate anonyme, confiné dans l'obscurité d'un sous-sol. Le parcours est complet. Complètement. De la visibilité dangereuse à l'obscurité contrôlée. Il n'est plus une menace, il n'est plus grand-chose en fait. Il a eu la paix. Il a eu la paix, mais à quel prix? Quand on regarde tout le chemin parcouru, c'est une mécanique implacable, n'est-ce pas? Une véritable machine à broyer. On commence par une humiliation publique qui, paradoxalement, ne fait que confirmer sa popularité.
C'est ça. On enchaîne avec un exil déguisé, une mise au placard à ciel ouvert pour le rendre insignifiant. Puis vient le coup de grâce. Cette confession forcée qui ne se contente pas de lui voler ses idées, mais qui réécrit sa vie, ses émotions. Tout à fait. Et pour finir, cette fausse réintégration qui n'est que la dernière porte d'une prison, celle de l'anonymat d'un bureau en sous-sol. Une trajectoire clinique, en effet. Et ce qui reste, bien après qu'on ait refermé ce texte, c'est ce document qu'il signe. Cette fiction qu'il accepte d'endosser pour avoir la paix. C'est ce qui marque le plus. Ça nous renvoie à une question bien plus large, qui dépasse l'histoire d'Émile. On se dit tous confortablement installés qu'on ne signerait jamais un tel document. Mais si sûr. On ne peut jamais savoir. Et ça nous amène à une dernière pensée, une dernière interrogation à laisser mûrir. Dans quelles circonstances le mensonge, la négation de sa propre vérité, devient-il un outil de survie? Et surtout, quel est le véritable prix à payer pour cette paix-là